Bonjour à tous. Donc, juste avant de démarrer sur la conjoncture, je vais juste vous redresser un petit panorama de ce qu'est l'Observatoire Réseau Maintenance. Donc, l'Observatoire Réseau Maintenance, c'est un dispositif qui a fêté ses 31 ans cette année. Il a été fondé à l'initiative de la FIM en 1988. Et aujourd'hui, depuis 2012, il fédère trois entreprises, enfin une association donc, qui est la FIM, et deux entreprises de conseil, Valou Conseil que je représente et qui est spécialisée sur les analyses de marché dans l'industrie, et Pair Conseil qui sont des macroéconomistes qui interviennent dans différents secteurs de l'économie. Au sein de ce dispositif, nous fédérons les trois profils qui sont intéressés par la maintenance, à savoir des donneurs d'ordre industriels, des prestataires de maintenance bien évidemment, ainsi que des constructeurs d'équipements qui pour la plupart ont eux-mêmes une activité maintenance. Alors qu'est-ce qu'on y fait à l'observatoire? L'objectif de cet observatoire en fait c'est d'apporter une vision d'ensemble économique. Ils ont décidé de mutualiser la veille de leur environnement à travers ces analyses. Donc il y a 3 rencontres annuelles qui sont faites et ces rencontres nous permettent de présenter l'ensemble des travaux que nous réalisons au sein de l'Observatoire. Les travaux, vous les avez synthétisés dans la diapositive ci-dessus. Donc, premièrement, on fait de l'analyse sectorielle. Donc, on va s'intéresser, on a décliné en fait l'industrie en 24 secteurs et on publie régulièrement des études approfondies sur l'un de ces 24 secteurs, notamment pour mieux connaître les enjeux de la maintenance au sein du secteur. Deuxième type d'études, les études dites équipement, où on va s'intéresser à l'écosystème d'un équipement indépendamment des secteurs dans lesquels il est utilisé pour comprendre en fait l'activité maintenance qu'il va générer en France. Autre type d'études, les études territoriales, où sur le même principe, on va s'intéresser à un territoire. Alors jusqu'à présent, il y a une petite subtilité, c'était uniquement sur les régions françaises. Cette année, nous allons produire à l'Observatoire la première étude européenne qui portera sur l'Allemagne. Et donc, qui va donner également une vision de ce que représente l'activité maintenance sur ce territoire. Évidemment, on ne peut pas passer à côté d'une problématique majeure pour la maintenance qui est l'emploi. Donc on a une veille permanente sur ces sujets-là à l'Observatoire et on publie régulièrement des données. Et enfin, les travaux de conjoncture qui sont conduits chaque année et qui permettent en fait de donner une vision d'ensemble sur les évolutions, notamment des dépenses totales, des niveaux de sous-traitance. C'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Et pour réaliser ces travaux, en fait, nous avons un lien permanent avec les industriels. C'est un échange permanent dont j'ai la charge. Et on organise également à l'Observatoire, pour les adhérents, des visites de sites industriels majeurs, ce qui leur permet d'être au contact, notamment pour les prestataires et les constructeurs d'équipements, avec les besoins fondamentaux des industriels. Donc, on va passer maintenant à la conjoncture. Juste avant de démarrer l'exercice sur les données que je vais vous présenter, juste vous expliquer un peu comment nous réalisons la conjoncture au sein de l'Observatoire. Donc on le disait tout à l'heure, c'est un partenariat Pair Conseil AFIM Valoui. Pair Conseil est en charge de réaliser le scénario macroéconomique. Ce scénario macroéconomique, il va nous permettre d'avoir une vision d'ensemble du contexte d'évolution de l'industrie à l'échelle internationale, européenne et bien évidemment française. Et plus on va descendre, plus on va aller fin dans les analyses. Donc, notamment au niveau de la France, on va faire des prévisions de production industrielle. Et ces prévisions de production industrielle vont nous permettre, en croisant avec les enquêtes de conjoncture que nous réalisons à la FIM et les entretiens plus qualitatifs qui nous fournissent d'autres éléments d'information, de quantifier et prévoir les dépenses de maintenance et l'évolution du marché de la sous-traitance industrielle. Donc, nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Alors, pour vous présenter un peu aujourd'hui le contexte mondial dans lequel nous nous situons, je vais vous présenter les travaux réalisés donc par mes confrères de Pair Conseil. 2 graphiques suffisent pour comprendre aujourd'hui la conjoncture dans laquelle on est. La première, c'est plutôt sur le passé très récent. Vous l'avez en haut à gauche. C'est l'évolution
des flux du commerce international, donc qui sont mesurés en dollars. Et on va regarder en fait les variations sur longue période. Et si on regarde la toute dernière période, à savoir le mois de décembre 2018, vous voyez très bien sur la courbe, nous avons un décrochage des échanges commerciaux. Alors, est-ce qu'on doit s'inquiéter moyennement, puisque vous voyez qu'on est quand même sur une zone où la courbe, le trait, là, c'est le zéro. Tant qu'on ne descend pas en dessous, on est dans une conjoncture qui reste néanmoins favorable aux échanges commerciaux. Si on regarde maintenant plus devant nous ce qui va se passer, donc là, on se base sur des enquêtes qui sont réalisées auprès des directeurs achats. Alors, l'indicateur s'appelle le PMI, Purchase Market Index, et il permet en fait d'anticiper l'évolution du commerce. Et vous voyez que néanmoins, ce décrochage, il devrait se poursuivre au moins sur le premier semestre de l'année, que ce soit en termes d'achat de produits industriels ou de services industriels. Donc, ça veut simplement dire qu'aujourd'hui, les directeurs achats estiment avoir à réaliser moins de volume sur leurs achats futurs. Alors, tout ça, en fait, ça traduit une situation d'ensemble que vous avez ici sur ce planisphère. Rassurez-vous, il n'y a pas de récession en vue à l'heure actuelle, simplement un ralentissement de la croissance. Et tout simplement, nous avons un contexte de croissance ralenti parce que nous sommes bridés, on est proche du... Alors, ça peut paraître bizarre ce que je vais vous dire, mais à l'échelle internationale, on est proche du plein emploi avec des gains de productivité anémiques, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a du mal à poursuivre l'envolée de croissance qui s'était produite à partir de 2017. Donc là, vous avez ici les prévisions qui ont été réalisées par le Fonds monétaire international, et vous voyez que sur les grandes zones comme les États-Unis, l'Europe ou la Chine, on est sur des paliers de croissance qui se réduisent légèrement, mais qui reste néanmoins de la croissance. Il faut bien rester dans un contexte, tout ne va pas mal, c'est de la croissance, mais de la croissance qui ralentit. Si on descend maintenant d'un cran et qu'on vient se positionner à l'échelle européenne, alors vous allez retrouver le même indicateur, le PMI, mais qui est adressé uniquement aux responsables achats en Europe. Vous voyez également que sur l'évolution future de leurs achats, ils considèrent, j'ai du mal avec les boutons, excusez-moi, ils considèrent que ces achats vont se ralentir. Et donc, vous avez sur l'histogramme, en fait, l'évolution du produit intérieur brut, le PIB, en trimestre. Et vous voyez qu'on a eu un phénomène début 2017 où il y a eu une accélération du PIB et que cette accélération, aujourd'hui, elle est bridée. Et donc, il faut s'attendre encore, au moins sur le premier semestre, à un PIB qui va évoluer à l'échelle de la zone euro très modérément. La situation française, elle est à l'image de l'Europe. Vous l'avez ici dans cet histogramme. Donc, vous voyez qu'on va continuer à être dans une croissance cyclique, mais sans envoler néanmoins. Il ne faut pas s'attendre à avoir des plus 2% de croissance. Les prévisions de mes confrères Pairs Conseil qui sont publiées au consensus, donc qui sont proches du consensus des économistes, elles sont de 1,4 de PIB pour 2019 et 1,5 pour 2020. Et à l'intérieur en fait, des histogrammes, vous avez deux petits histogrammes qui expliquent comment cette croissance devrait être réalisée, soit par la contribution de l'investissement des entreprises qui ici est en rouge, ou par la contribution des ménages qui ici est en bleu. Et ce qu'on voit en fait, c'est que sur la période à venir, on a une contribution de l'investissement des entreprises qui va être en légère décroissance, mais avec un relais de la contribution des ménages qui se fait plus importante, ce qui est constaté effectivement au niveau des dernières enquêtes INSEE. On a une consommation des ménages qui accélère. Donc encore une fois, voilà, tout ce discours-là, il n'est pas fait pour être alarmiste. On est toujours sur un bon train de croissance. Maintenant, une croissance qui reste bridée.
on va maintenant se positionner sur l'industrie. Donc ce que je vous présente ici avec deux graphiques, vous avez sur le graphique de gauche en trim l'évolution de la production industrielle en volume. Alors la production industrielle en volume, ça veut simplement dire qu'on a gommé les effets prix étant l'effet taux de change ou les effets inflation. Donc là, on est parti sur une base, on considère plutôt des niveaux de marchandises, c'est du jargon d'économiste, mais ça permet de s'affranchir de tous ces problèmes de prix, de regarder comment ça évolue. Et donc vous voyez que début 2017, on a eu cette forte accélération et que désormais, on se situe sur une crête et qu'on a du mal à remonter. On a eu une année 2018 qui est encore estimée par l'INSEE, puisque les données économiques mettent pas mal de temps à se consolider. Donc là, ce sont les premières estimations qui sortent avec une évolution de la production industrielle qui était proche de 1. Lorsque les comptes nationaux vont sortir d'ici le mois de mai, on aura un chiffre qui est affiné. Et vous avez ensuite la prévision toujours de mes confrères par conseil sur la production industrielle qui est prévue à 1,2. Sur la dernière prévision qui va être révisée d'ici le mois de mai également. Donc vous voyez qu'en fait la situation sur l'industrie française, elle n'est pas mauvaise. Elle n'est pas mauvaise, simplement on a du mal aujourd'hui, et je vais vous l'expliquer par la suite avec d'autres graphiques, à la faire décoller un peu plus fort. Donc la bonne nouvelle pour que vous soyez conscient que tout ça c'est quand même pas mauvais. Vous avez ici en fait une série sur longue période, puisqu'en de mémoire on a presque 40 ans d'historique, sur le taux d'utilisation des capacités de production. Le taux d'utilisation des capacités de production, pour faire simple, une entreprise elle est amenée à produire 100 pièces. Aujourd'hui, avec son marché actuel, elle en produit en l'occurrence 85. Et donc vous voyez que si on regarde sur longue période, le taux moyen il est à 83%. Depuis la crise de 2008, la grande crise de 2008, vous voyez le creux qui s'est fait là, l'industrie française n'arrivait plus à remonter son taux d'utilisation des capacités de production, tout simplement parce qu'en face, elle n'avait pas la demande suffisante pour produire. Mais ça, c'est fait. Ça a démarré au premier trimestre 2017. On a dépassé le taux de long terme. Et aujourd'hui, sur la dernière estimation, on est à 85%. Mais ce que vous pouvez remarquer également, c'est que depuis le premier trimestre 2018, on a un point d'inflexion qui s'est fait et on a un taux de croissance un TUC qui diminue légèrement. Encore une fois, et on va le voir par la suite, c'est parce on a eu un effet de chauffe. En fait, cette forte accélération sur l'industrie a créé un effet de chauffe. Et aujourd'hui, les industriels ont du mal à assumer toute la demande qu'ils ont avec les équipements et les ressources qu'ils ont pour le faire. Alors, si on regarde un peu comment ça va évoluer, donc je le disais, vous voyez, on le voit d'une autre manière, ça c'est l'indicateur synthétique du climat des affaires dans l'industrie. Vous voyez que le point de retournement, il s'est bien fait à compter de premier trimestre 2018. Et néanmoins, toujours cette barre bleue qui est importante, on est toujours dans la zone favorable d'évolution. Et si on regarde un peu plus sur les anticipations qu'ils ont de leur activité, donc ce sont des enquêtes trimestrielles qui sont faites au niveau de l'INSEE. Donc là, on peut se dire on a une vision approximative jusqu'à la fin du premier semestre. Ils se sont fait peur en toute fin d'année, puisqu'on est rentré dans ce qu'on appelle la zone d'incertitude. Alors la zone d'incertitude, pour nous économistes, elle n'est pas terrible parce que c'est l'endroit où on ne peut pas faire de prévision, on ne sait pas trop ce qui va se passer, si ça va être bon ou mauvais. Mais la toute dernière enquête là, qui est sortie au mois de février montre que les industriels se rassurent et qu'ils repassent en zone de confiance. Ce qui laisse augurer plutôt à minima d'une stabilité de la production. Alors l'investissement, là c'est pareil, l'INSEE vient de sortir ses premières estimations. D'ailleurs ils ont oublié, j'ai repris directement les graphiques de l'INSEE et ils ont oublié de le montrer, mais sur le 2018, on considère aujourd'hui que l'investissement est resté stable par rapport à l'année précédente. Mais c'est pareil, il y a une autre enquête, l'enquête trimestrielle sur les investissements dans l'industrie,
qui nous montre que les industriels sont relativement confiants pour poursuivre les investissements engagés. Donc ce qu'il faut savoir par rapport à cette enquête, c'est qu'elle est toujours un peu trop optimiste ou trop pessimiste quand les chiffres sortent. Donc là, vous voyez, en gros, on leur a demandé, quand on a demandé à l'industrie agroalimentaire de combien ils estimaient augmenter leurs investissements en 2019, ils disent de plus 6%, alors qu'ils étaient qu'à plus 3% en 2018. Dans la réalité, quand les chiffres sortiront, les chiffres officiels, ça veut dire que l'investissement est prévu en progression. On sera rarement sur un niveau de plus de 10% dans l'industrie. Ça s'est déjà vu, mais je ne pense pas que cette année nous arrivions. Mais c'est simplement prendre ce tableau pour comprendre que les industriels sont toujours confiants pour réaliser des investissements. Un petit tour sur le marché de l'emploi, maintenant, parce que c'est important pour comprendre la suite. Alors la situation de l'emploi, globalement, comme vous le voyez, elle s'est améliorée. Ce que je vous présente ici, ce sont les données de l'ACOS. L'ACOS étant en fait l'Observatoire économique des URSSAF, donc qui collecte toutes les données sur les contrats de travail et qui publie régulièrement à des niveaux très très fins, on a des niveaux beaucoup plus fins, les données sur l'emploi salarié en France. Et ce qu'on voit, c'est que, alors les dernières données datent de septembre 2018. L'emploi, on a toujours une vision, nous les économistes, un peu dans le rétroviseur, parce que c'est très compliqué de consolider les données à temps réel sur ce domaine-là. Mais on voit sur les 3 premiers trimestres de 2018, la situation s'est nettement améliorée, y compris dans l'industrie. Sachant que dans l'industrie, sur cette variable-là, on avait des niveaux systématiquement négatifs depuis plus d'une décennie. Alors là, on ne peut pas dire qu'il y a une progression, on dit l'emploi s'est stabilisé. Quand on est à 0,25%, on est sur de l'emploi aujourd'hui qui est stable dans l'industrie. On a un ralentissement de fait de l'intérim, puisque l'intérim est un indicateur avancé de l'emploi. Généralement, quand l'intérim monte en flèche, comme il a fait les 2 années précédentes, ça veut dire que l'activité repart et que les stratégies des acteurs vont être à un moment donné de recréer de l'emploi direct. Ce qui fait que là maintenant, on voit que l'intérim continue à croître, mais à des niveaux moindres. L'an passé de mémoire, on était à 10% à la même période. Mais par contre, dans le tertiaire et le BTP, ça a redémarré un peu plus fort. Le BTP et le tertiaire étant les 2 gros consommateurs d'intérim avec l'industrie dans une moindre mesure. Alors, cette tendance, on l'avait identifiée l'an passé. Les données de l'Observatoire, elles sont publiées au mois de mai. Et quand on avait fait, nous, l'enquête sur l'emploi, alors nous, c'est une enquête beaucoup plus ciblée, puisqu'on est sur les effectifs des usines, les effectifs internes de maintenance et les effectifs externes de maintenance. Il prévoyait, en 2018, de faire croître les effectifs à la fois... Il prévoyait de faire croître les effectifs à la fois sur 2018 et 2019. Et vous voyez qu'en fait, la croissance la plus importante des effectifs prévue est portée sur les effectifs internes de maintenance. Il y a une stratégie de réinternisation de la maintenance qui est en train de se faire progressivement chez les donneurs d'ordre, sachant que juste après la grande crise, la stratégie a été inverse. Ils se sont plus appuyés sur la sous-traitance et ils ont peu renouvelé leurs ressources en maintenance. Mais il y a un revers. Il y a un revers, c'est qu'aujourd'hui, donc je le disais, une production industrielle qui est sur un bon niveau, une activité qui repart, et tout le monde veut recruter en même temps. Alors ce graphique, c'est un graphique qui est publié par le ministère du Travail, enfin les données sont publiées par le ministère du Travail, j'en ai fait un graphique. Pour l'instant, il est arrêté, mais il reste intéressant, vous voyez, il est arrêté en juin 2017, c'est-à-dire quand ça a commencé à reprendre, et vous constatez, alors juste pour comprendre, en fait, la courbe en bleu, ce sont la demande, et l'offre et la demande sur les techniciens et les agents de maîtrise de maintenance, et la courbe en rouge sur les ouvriers qualifiés en maintenance. Lorsque la courbe se situe au niveau de 1, ça veut dire qu'il y a une demande supérieure, une offre supérieure à la demande sur ce type de profil. Lorsqu'on est dans la zone inférieure à la courbe, c'est l'inverse, ça veut dire que la demande reste supérieure à l'offre. Donc il y a 2 enseignements à avoir sur ce graphique. Le premier, c'est l'envolée des recrutements qui a démarré
en 2017, c'est-à-dire tous les industriels recherchent des profils de techniciens de maintenance. Et aujourd'hui, il y a une offre qui est largement supérieure à la demande. À l'inverse, les profils moins qualifiés, eux, sont plutôt en décroissance, c'est-à-dire qu'il y en a aussi qui sortent de ce marché-là ou qui se reconvertissent vers des profils de techniciens, mais aujourd'hui, dans l'industrie, on cherche principalement du Bac+2 et au-delà. Et donc, se faire une idée, on n'avait plus ces données, elles doivent ressortir normalement en mai de cette année. Pour se faire une idée, il y a une autre enquête qui est publiée par Pôle emploi qui s'appelle « Besoins en main-d'œuvre ». Et elle, qui dresse une liste des besoins, c'est-à-dire qu'on va demander aux industriels combien de personnes ils comptent recruter. Alors, ils le font sur toutes les familles de métiers, mais notamment les métiers de la maintenance. Donc, nous avons été à l'Observatoire extraire ces variables-là qui nous intéressent. Et donc là, on est sur une enquête qui date de mi-2018. Vous constatez qu'il y a carrément une explosion de la demande de profils en maintenance et que 50% de cette demande va porter sur du profil technicien, un tout petit peu de cadre et le reste étant des ouvriers, parce qu'il faut continuer à avoir des ouvriers en maintenance. Dans certains métiers, c'est toujours important. Ce n'est pas un profil qui est abandonné, mais aujourd'hui qui est nettement moins demandé. Et donc, vous imaginez que la courbe précédente, quand la nouvelle donnée va sortir, elle va encore plus s'envoler. Ça va être une courbe complètement exponentielle. Pour vous donner une idée de ce que ça représente, en 2008, c'était près de 14 000 projets de recrutement en maintenance qui étaient faits par les industriels. Alors attention, ce ne sont que des projets de recrutement. Ça ne veut pas dire que derrière, ils ont réussi à recruter. C'est justement toute la problématique de l'emploi en maintenance. C'est que de la demande, il y en a. Des candidats, il y en a moins. Et donc là, c'est un petit clin d'œil. Nous sommes en région Rhône-Alpes. C'était simplement que pour vous montrer, donc c'est la première région industrielle de France, la région Rhône-Alpes, vous le savez tous. Et la région Rhône-Alpes, elle est en bleu nuit sur tous les profils en fait de recrutement en maintenance, c'est-à-dire que tous les profils sont demandés dans la région, ce qui n'est pas le cas. Après, il y a la région Nord, aussi la région de Lille. Vous voyez par exemple sur l'encadrement, région de Lille, ils sont moins concernés, à l'inverse de la région Rhône-Alpes. Alors, l'idée c'est de comprendre derrière pourquoi il y a cette problématique aujourd'hui de recrutement en maintenance dans l'industrie. Et au-delà de la compréhension du pourquoi, c'est quelles conséquences pour les industriels à cet emploi. Donc, je les ai rapidement listés ici. La première, je pense qu'on en est tous conscients, c'est un manque généralisé de l'attractivité de la filière. C'est-à-dire qu'avant même qu'un jeune diplômé ne choisisse son cursus, il ne va pas forcément intuitivement se diriger de la maintenance. Et là, c'est à nous tous, professionnels de la maintenance, de convaincre les jeunes générations que ce sont vraiment des domaines dans lesquels il y a beaucoup de demandes. Il y a plein de choses à faire et aujourd'hui, ce travail, il reste, même si la FIM s'y penche beaucoup, mais elle a besoin de tous les industriels pour porter cette promotion de la filière maintenance et pour faire en sorte que demain, tous dans vos entreprises, vous arriviez de manière un peu plus simple à trouver des profils idoines. Alors bien évidemment, au-delà de cette problématique d'attractivité générale de la filière, on a en plus des disparités sectorielles, c'est-à-dire qu'un jeune qui, lui, aura fait la démarche de choisir la maintenance comme métier, eh ben, il va plutôt aller se diriger vers des secteurs comme l'aéronautique, qui ont le vent en poupe, et peut-être moins comme des secteurs comme l'industrie agroalimentaire, qui sont encore sous-estimés du point de vue maintenance. Donc ça, c'est vraiment aussi au-delà de cette problématique générale. Après, il faut creuser en fonction des différentes activités industrielles pour revaloriser la filière, mais dans tous les secteurs industriels. Et après, évidemment aussi, et ça, c'est un problème compliqué, ce sont les disparités géographiques. Sur un territoire comme le Rhône-Alpes, je pense qu'il y a beaucoup plus de facilité à recruter en maintenance que sur un territoire comme le Limousin. Ils s'arrachent un peu les cheveux là-bas quand ils cherchent.
Voilà. Donc aujourd'hui, l'état de fait, c'est qu'on a un vivier de jeunes diplômés qui ne suffit plus à alimenter les besoins des industriels, puisqu'encore une fois, vous l'avez vu sur le graphique précédent, le besoin, il est là. Et ce besoin, il est non seulement en lien avec les nouveaux métiers de la maintenance, c'est-à-dire que les métiers de la maintenance, aujourd'hui, pour faire simple, les usines telles qu'elles évoluent sont des unités de production qui sont beaucoup plus petites, avec une intensité capitalistique par tête qui est beaucoup plus importante. Ce qui veut dire que ce sont des usines beaucoup plus techniques et qui demandent des niveaux de compétences mieux qualifiés pour les entretenir. Et donc, on va aller chercher des jeunes, mais qui sont plutôt à minima sur des bac plus 2, voire au-delà. Et bien évidemment, dans tout ça, il faut intégrer tout ce qui commence à arriver au niveau de l'usine du futur, tout ce qui est IoT, intelligence artificielle, et qui va créer des nouveaux métiers de la maintenance. Enfin, créer, on dit qu'ils commencent à exister, ces métiers, mais dans le vivier de la formation initiale, vous n'allez pas encore trouver un data manager en maintenance industrielle. Ça n'existe pas encore. Et donc, il faut absolument qu'on arrive à créer ces filières dans les parcours de formation des jeunes diplômés ou de la formation professionnelle, parce qu'il y a aussi un vivier de personnes qui sont sur des profils moins qualifiés, mais qui ont une appétence pour la maintenance et qu'il faut qu'on amène sur ces nouveaux métiers. Donc voilà, et donc de fait, vous avez ces fortes tensions sur les métiers de techniciens. Alors les conséquences, il y en a plusieurs. Le premier, c'est le problème croissant de recrutement. Aujourd'hui, tous ceux qui sont amenés à recruter en maintenance disent tous la même chose. Il y a un manque crucial de candidatures. Alors ça ne veut pas dire qu'ils en reçoivent, mais même quand ils reçoivent 200 candidatures, parfois il y a 1-2 candidatures qui ont un profil maintenance adapté à l'entreprise. Donc de fait, ce sont souvent des allongements de délai. Le délai vraiment moyen, le plus bas, étant de 6 mois pour trouver sur un profil de technicien. Quand on va chercher des choses un peu plus qualifiées, ça peut monter beaucoup plus haut. J'en connais dans l'industrie qui cherchent depuis 36 mois des profils qu'ils n'arrivent toujours pas à trouver et qui se débrouillent autrement. Donc de fait, on assiste à, un peu comme au football, à une espèce de mercato de la maintenance. Un mercato de la maintenance, clairement, c'est quoi? C'est un turnover plus important dans les équipes de maintenance, puisque comme l'offre est là, eh ben, ceux qui ont le profil, aujourd'hui, ils ne se gênent pas pour aller voir ailleurs parce que c'est logique, c'est plus intéressant. Et donc, les industriels, ils se retrouvent également confrontés à des hausses de salaire à l'embauche. Et enfin, ça, on va dire, ce sont les problèmes RH, mais il y a aussi les problèmes qui vont directement impacter la production. Parce que quand on a des tensions sur ces équipes en maintenance, sur la partie opérationnelle, on va avoir des difficultés, surtout dans une phase où la production industrielle a redémarré un petit peu fort, donc à rattraper des déficits de maintenance, parce qu'il faut voir aussi que depuis la crise, et on va en parler par la suite, il y a eu une politique drastique de réduction des coûts fixes. La maintenance étant considérée comme un coût fixe, elle n'a pas échappé à cette réduction. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui ont cumulé des backlogs de maintenance. Quand ça redémarre fort, il faut tout remettre à jour pour accompagner la prod. Mais quand on n'a pas les ressources, ça devient très compliqué. Et bien évidemment, sur l'investissement, donc le CAPEX, on a beau avoir la volonté d'investir, quand on n'a pas les ressources pour faire, ça devient compliqué de réaliser. Donc il y a quand même, aujourd'hui, on accuse pas mal de retard de projets d'investissement, tout simplement à cause de ces problèmes de ressources. Pas que, mais ça y contribue fortement. Et donc tout ça, en fait qu'aujourd'hui, on a une problématique de goulot de production qui s'est généralisée dans l'industrie française. Alors, vous l'avez vu, on en parlait au début, on n'a pas été sur l'industrie au niveau mondial. Tout le monde connaît des goulots de production. Mais nous, on les connaît et puis on va pouvoir les regarder, vous voyez, sur ce graphique. Alors en fait, juste pour vous expliquer, sur la courbe que vous voyez ici en orange, c'est le graphique que je vous ai montré tout à l'heure, qui est le taux d'utilisation des capacités de production. Et sur la courbe en bleu, c'est la deuxième enquête de l'INSEE qui est faite sur ces données-là et qui dit est-ce que vous connaissez en l'état des goulots de production. Alors peu importe, vous voyez, il n'y a pas les mêmes échelles, on s'en manque un peu dans cette analyse-là. L'intérêt, c'est de comparer les deux courbes. Et donc vous voyez bien que déjà, on regarde là, donc là vous avez aussi une quarantaine d'années d'historique, il y a une forte corrélation entre les goulots de production
et l'évolution du taux des capacités. Mais ce qui est plus intéressant, c'est de se positionner juste au niveau de la crise. Et là, vous voyez que la corrélation, elle devient quasiment pure et parfaite. Donc ça traduit quoi? Ça traduit qu'effectivement, dans l'industrie, on a eu cette politique à un moment donné de réduire les coûts fixes pour passer. Il fallait bien passer la vague. Hein. Je ne dis pas que c'était facile. Et pour passer la vague, il a fallu fermer les robinets et on a notamment beaucoup fermé les robinets en maintenance. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, dès que ça a redémarré, donc vous voyez, on a eu une période un peu où on avait encore un peu de l'élasticité, mais plus ça monte, plus on perd de l'élasticité et plus les goulots en fait, de production viennent gêner la libération de cette croissance industrielle. Donc, alors tout le monde n'y est pas soumis de la même manière, hein, puisque vous avez des gens quand même dans l'industrie qui ont bien fait le travail, qui ont jamais abandonné le préventif, qui ont continué à en faire. Mais même ces gens-là, aujourd'hui, vont se retrouver impactés par la filière en amont. Parce que souvent, en fait, qui a fait le plus d'efforts pour réduire? C'est ceux qui sont sur des productions qu'on dit à moindre valeur ajoutée. Un producteur de moteurs d'avion, lui, il fait de la haute valeur ajoutée, donc il s'est donné les moyens de faire sa maintenance. Vous prenez une petite fonderie type PME, pour passer la crise, ils ont dû serrer les robinets. Quand ça a redémarré et que ça a attaqué un peu fort, derrière, qu'est-ce qui n'a pas suivi? Les équipements, avec en plus un problème de ressources. On en arrive aujourd'hui à une situation où on est dans une activité économique qui va plutôt pas mal, mais qu'on n'arrive pas à vraiment lancer, tout simplement parce qu'on a des soucis comme cela. Alors voilà, donc ça c'est une autre courbe, donc je viens de l'expliquer, mais je vais passer rapidement. Ici, ce que vous avez, donc, alors ce sont des indices, hein, on n'est plus sur des niveaux. Donc ça c'est la production industrielle, donc on voit toujours la grande crise. Hein, vous voyez, pour nous les économistes, on la voit sur chaque tableau. Et vous voyez que la production industrielle, à compter de 2016-2017, elle a redémarré plutôt fort. À côté, la courbe en vert, c'est la courbe de sous-traitance. Donc la courbe de sous-traitance, donc hop, elle a redémarré de suite après la crise et elle a accéléré. Alors ce qu'il faut bien noter quand même par rapport à la sous-traitance, c'est qu'il y a deux effets. Et l'effet majeur, c'est qu'aujourd'hui, nous avons en France un grand programme industriel qui s'appelle le grand carénage nucléaire. L'énergie est un gros consommateur de maintenance et un très grand délégataire de son activité de maintenance. Et donc, dans le nucléaire, aujourd'hui, on a plus que doublé les dépenses sur ce thème-là, ce qui fait que le recours à la sous-traitance, ça n'est fait largement sentir. Et vous le voyez sur la courbe en vert. Et donc, ensuite, il y a eu aussi l'effet que dans une croissance de production industrielle qui redémarrait, il y a eu un ajustement immédiat à cette croissance par l'usage de prestataires externes. Mais en revanche, si on regarde les dépenses d'exploitation en maintenance, vous voyez qu'on est sur un niveau qui reste plutôt flat. C'est-à-dire qu'on n'a pas suffisamment aujourd'hui mis au panier pour faire la maintenance sur, alors je parle bien évidemment, je ne prends pas de cas individuel, mais je parle au niveau macroéconomique en France, sur l'appareil de production pour faire redémarrer. Tout simplement parce que cette grande crise, elle a marqué tout le monde, tout le monde, et qu'aujourd'hui, il y a encore ce phénomène d'incertitude, de peur du futur, qui dit on fait doucement, on y va doucement, on ne va pas augmenter les dépenses comme ça. Alors que là, on est dans une période où on pourrait un peu lâcher la bride. Donc voilà, donc aujourd'hui ça vous donne un peu le niveau des dépenses totales de maintenance en France hors investissement. Hein, j'entends, on est uniquement sur de l'OPEX. Donc on est sur un niveau de dépenses de 22 milliards en 2018, une progression de 1,5 par rapport à 2017. Et donc vous avez ici la répartition sectorielle de ces dépenses et les taux de croissance par secteur. Alors, on le fait de manière beaucoup plus détaillée à l'Observatoire, vous l'avez sur 24 secteurs. Mais ce qui est intéressant, c'est, donc vous voyez, ce 1,5, il ne suffit pas à détendre l'appareil de production. Pourquoi il ne suffit pas à détendre l'appareil de production? Ce qui est intéressant, c'est de regarder les contributions sectorielles à cette croissance. Donc, vous l'avez sur le graphique suivant. Donc, vous avez les contributions négatives, donc
contribution négative, en fait, ce sont les secteurs qui ont réduit leurs dépenses de maintenance, y compris dans le contexte actuel, et donc eux viennent minorer ce 1% de croissance. Donc c'est une somme à 100% sur cette partie-là. Et vous avez les contributions positives qui, elles, jouent dans le sens des 1,5 de croissance. Mais finalement, si on regarde qui c'est qui tire la croissance, ce sont les secteurs de l'énergie. C'est le nucléaire aujourd'hui, c'est le grand carénage qui contribue largement à cette augmentation de dépenses. Et vous voyez qu'en fait, les efforts dans les autres secteurs ne sont pas suffisants, ne dépensent pas assez en maintenance pour accompagner la croissance de la production. Donc ça, c'est juste un graphique aujourd'hui pour vous montrer la déformation de la structure à laquelle on assiste, hein, notamment depuis le programme. Alors, il y a 3 effets là-dedans à voir. Donc, vous voyez sur le haut de l'histogramme en orange, ce sont les marchés de l'énergie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec le programme du grand carénage, qui pèse le plus lourd, hein, puisqu'après, il y a autre chose, il y a le développement de l'éolien, mais après, ça pèse des cacahuètes sur les graphiques. C'est essentiellement le nucléaire. Vous voyez que le poids des dépenses totales dans l'énergie, entre 2006 et 2018, il a doublé en maintenance. En revanche, là, sur l'industrie lourde, donc l'industrie lourde étant des secteurs plutôt comme la sidérurgie, la métallurgie, l'industrie papetière, la chimie lourde, donc des secteurs très amont de l'industrie, on a une décroissance, et cette décroissance, elle est plutôt structurelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ferme plus des raffineries en France qu'on en ouvre, ou des sites sidérurgiques. Vous savez qu'il y a des sites sidérurgiques que je ne citerai pas, mais qui sont encore en danger. Donc, cette décroissance-là, finalement, on ne peut pas y faire grand-chose puisque c'est un phénomène structurel. On est sur des productions dites à moindre valeur ajoutée, donc ça s'exporte à l'étranger. Mais en revanche, là où on est sur une problématique conjoncturelle, c'est sur le manufacturier léger direct, où vous voyez qu'il y a une réduction quand même importante, hein, des dépenses. Elle représentait, je ne le vois pas ici, c'est 63% en 2006. Aujourd'hui, elle ne représente plus que 56%. Et c'est là que les efforts doivent principalement porter, puisque aujourd'hui, telle que l'industrie française est en train de se réorienter vers une industrie à plus forte valeur ajoutée. Hein. C'est ce qu'il faut aujourd'hui pour qu'on survive dans le monde impitoyable international de l'industrie. Ben, il faut qu'on accompagne les secteurs du manufacturier léger et qu'ils reprennent un peu plus confiance et qu'ils dépensent un peu plus en maintenance pour passer ce cap de croissance. Donc voilà, là en dessous, c'est juste pour en arriver au marché de la sous-traitance. Vous montez après par les jeux de la sous-traitance comment ça se passe. Donc vous voyez qu'en fait, si on regarde à l'échelle globale, donc tout marché industriel confondu, y compris l'énergie, on est sur un taux de sous-traitance qui progresse. On était à 32,2% en 2006. Aujourd'hui, on est à 37,6%. Mais ce taux de progression, en fait, va être essentiellement lié au marché de l'énergie, parce que si on enlève l'énergie et qu'on ne regarde plus que le taux de sous-traitance dans l'industrie manufacturière, vous voyez, bon, on a rattrapé le niveau d'avant-crise, mais on est sur un plafond de verre. Voilà, aujourd'hui, il n'y a pas de ressources, mais peut-être que, alors c'est pareil, ce que je dis, c'est un économiste qui parle, donc c'est un peu facile, mais plus sous-traités. Mais les sous-traitants, ils ont les mêmes problèmes de recrutement que les donneurs d'ordre, donc c'est pas évident. Mais on peut éventuellement trouver des relais sur ce poste-là. Donc voilà, ça c'est juste pour info. Aujourd'hui, le marché de la sous-traitance, de la maintenance sous-traitée en France, il représente 8,5 milliards de dollars. L'énergie, c'est quasiment 40% de ce marché de la sous-traitance. Et là, moi, je n'ai de cesse de le répéter, notamment aux adhérents de l'Observatoire qui sont sur les métiers de la sous-traitance. Je leur dis attention à l'effet soufflé après grand carénage. Le grand carénage, aujourd'hui, il est prévu sur un rythme de croisière jusqu'en 2025, et puis il va progressivement décliner à l'horizon 2030. Et là, c'est tout un pan de marché. On va revenir sur des niveaux de maintenance normaux, hein, c'est-à-dire qu'on va diviser par 2, voire un peu plus, les dépenses qu'on fait dans le secteur du nucléaire. Donc tous les gens qui sont là-dessus, 2025, c'est demain matin. Il faut qu'ils se préparent demain à sortir et à aller ailleurs.
Donc, dans le contexte actuel, donc je disais, il n'y a pas assez sur l'OPEX aujourd'hui de maintenance. Alors, il y a aussi une explication, c'est que l'investissement a pris le relais. Mais l'investissement, il peine à décoller. Donc, on a vu pour les différentes problématiques de recrutement, de report de projets qui sont liés à des défauts d'approvisionnement, on n'arrive pas à le faire décoller plus que ça. Donc, même si ça reste un relais, ça reste insuffisant pour relancer la machine industrielle. Et donc, on a vraiment besoin aujourd'hui d'investir dans l'existant. Enfin, du point de vue maintenance, il faut maintenir ce qui existe, le faire avancer pour pouvoir continuer. Petit bilan, je vais passer rapidement, c'est un peu tout ce que j'ai raconté. Donc aujourd'hui, si on regarde, qu'on fait un petit tableau entre les points favorables et les points défavorables, donc une activité industrielle qui reste correcte, même s'il n'y aura pas d'envolée, on le sait, à court moyen terme. Les dépenses de maintenance qui progressent en France, mais c'est essentiellement lié au marché de l'énergie, une stabilité du marché de la sous-traitance, un investissement qui présente toujours des perspectives favorables. Donc tout ça, c'est un volume important de travaux neufs pour les prestataires qui sont sur ces sujets-là. Le grand carénage, aujourd'hui, on est sur un rythme de croisière et qui est à son niveau le plus élevé. C'est environ 4 milliards de dépenses annuelles jusqu'à l'horizon 2025, le grand carénage. Donc tout ça, c'est un besoin important de main-d'œuvre chez les donneurs d'ordre et une élévation du niveau de compétence en maintenance, donc qui montre qu'on avance dans le bon sens pour l'industrie nationale. Et donc les points défavorables, bien évidemment, c'est le point majeur, sont les fortes tensions sur le marché de l'emploi, les tensions persistantes sur l'appareil productif, les risques de report sur les projets neufs. Et après, on a tout un tas, alors je ne vous parlerai même pas des chocs exogènes. Demain, il y a un volcan qui peut exploser je ne sais pas où, une grenade qui peut exploser. Et puis là, nous, économistes, ça, on ne sait pas le prévoir. Quand ça arrive, on regarde juste les courbes plongées. Mais indépendamment de ces chocs exogènes-là, voilà les incertitudes majeures qui pèsent aujourd'hui, ce qui influence l'activité, c'est l'évolution des prix du pétrole. Ils ont été un peu chahutés. Là, ils ont l'air... je ne disais pas regarder pour être franc avant de venir aujourd'hui, mais bon, de ce que j'avais vu il y a quelques jours, ça allait. Et par contre, là, on a des marchés, des gros marchés, donc, comme les marchés de l'automobile, qui commencent à ralentir, et la construction de logements neufs qui également montre un palier de ralentissement. Mais sur le non résidentiel, donc y compris bâtiments industriels, visiblement ça devrait prendre le relais, donc il y a moins d'inquiétude que sur le secteur automobile. Voilà, donc j'ai quasiment terminé. Donc tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, dans le triptyque de la maintenance, il y a 3 choses, pour reprendre le jargon des mainteneurs. Le premier, c'est de commencer vraiment, en s'y mettant tous les uns et les autres, à traiter les causes racines, et ça va se faire sur du long terme. Et la cause racine, c'est l'emploi et l'attractivité de la filière. Donc, et remettre aussi une adéquation entre la formation et les vrais besoins des industriels, parce que souvent, quand on discute avec eux, ça leur demande un investissement supplémentaire par rapport aux formations existantes. Le deuxième, c'est s'inscrire toujours dans la logique d'amélioration continue. Et donc, on a la nécessité aujourd'hui, pour avoir une industrie française qui reste compétitive, de continuer à la faire monter en gamme. Je parlais tout à l'heure de la voiture. Vous savez qu'on est encore loin du niveau de qualité de nos amis allemands sur ce sujet-là. Bon, mais rien ne nous empêche de les rattraper. Ça tient qu'à nous. Donc, c'est toute la logique d'investissement aujourd'hui qui se fait dans l'industrie. Puisque quand on regarde, là je ne les ai pas présentés, mais on les regarde à l'observatoire, quand on regarde la destination de l'investissement, c'est de l'investissement de renouvellement. Et quand on discute avec les industriels, souvent on remplace à l'identique. Ça, ce n'est pas forcément la meilleure stratégie. Je suis bien conscient de tous les problèmes qu'il y a derrière, mais l'idée, c'est quand on investit, c'est surtout pour mieux faire. Et enfin, en attendant, puisque là vous avez vu qu'on est sur des variables qui se traitent à moyen long terme, on a le court terme à gérer, et le court terme aujourd'hui c'est l'activité. Il faut qu'on trouve absolument des solutions pour détendre l'appareil de production. Et notamment, moi, ce que je n'ai de cesse à dire aux industriels avec lesquels je travaille,
sous-estimez pas le préventif. Le préventif, on a l'impression que ça peut coûter cher. Il y en a même parfois l'impression, j'entends encore, que c'est parfois inutile et qu'il ne faut faire que du curatif. Non, enfin, tous ceux qui ont... Enfin, j'ai des cas de figure où il y a des gens qui ont un jour complètement arrêté le préventif. Ils s'en sont mordus les doigts, ils dormaient moins bien le week-end. Et ils m'ont dit, depuis qu'on a remis en place une politique de préventif, au moins des gens ne travaillent plus le week-end. Donc voilà, donc il faut accepter dans la période du point de vue de maintenance aujourd'hui de dépenser un tout petit peu plus pour beaucoup plus de fiabilité, parce qu'après si c'est bien fait, alors c'est pareil, hein, aujourd'hui des choses qui ne se font pas assez dans l'industrie, on commence à le voir dans des grandes régions industrielles, ça se fait en Rhône-Alpes, mais je ne l'ai pas vu, moi je suis toulousain, je ne l'ai pas vu à Toulouse, c'est le partage de ressources maintenance, des entreprises qui commencent à partager sur des problématiques des ressources maintenance, et bien, ça permet de faire avancer les choses. Voilà. Bonjour à tous, je voulais savoir si vous avez des chiffres sur combien les services maintenance dépensent dans les logiciels. On doit avoir ça, pas tout à fait sur étagère, oui, mais je pense que si on demande à Dominique, elle doit pouvoir trouver ça, oui, ça doit pouvoir se trouver. Enfin, moi, je ne l'ai pas sur étagère, ce n'est pas les secteurs que je suis, mais dans le réseau AFIM, oui, on doit pouvoir avoir l'information, je pense. J'avais juste une question de compréhension sur un graphique sur les indices dépenses, sous-traitance, dépenses internes. Il y a 3 courbes de couleurs avec des petits carrés. C'était juste pour bien comprendre. C'est un indice basse 100, c'est-à-dire qu'en fait c'est par rapport à l'année de départ. Donc ça sous-entendrait que les dépenses internes baissent tous les ans de quelques points. Ou voilà, c'est ça, celui-là. Voilà. Ouais, donc ça veut dire qu'en 2003, on a dépensé 4 points de moins qu'en que l'année de référence qui doit être 2002. En 2004, on a dépensé 2 points de moins que par rapport à 2003. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc tous les ans, en fait, on a baissé. Ça veut dire que tous les ans, on baisse le budget interne de la voilà, maintenance. après, il est légèrement remonté. Hein, on le baisse moins. Mais voilà, non, mais depuis la crise, en fait, hein, on était descendu à un niveau, l'indice il était à 88, on est remonté à 97 depuis, on l'a remonté. Mais oui, c'est en fait... Typiquement en 2019, 97, ça veut dire qu'on prévoit de dépenser 3 points de moins qu'en 2018 ou on prévoit de dépenser 3 points de moins que l'année de référence. 98, il est à... Non, là, il est identique, le niveau de dépense, il est à peu près identique à celui de 2018, en fait. Pour l'instant, d'accord, c'est la base 100 de 2003 alors qu'il faut comprendre. Donc pour l'instant, elles sont jugées stables sur 2019. Encore une fois, l'enquête elle est en cours hein, pour cette année. Elle sort au mois de mai. Donc ça, c'est la prévision qui avait été faite par les industriels l'an passé. Oui, j'avais une question sur la durabilité. Est-ce qu'on a un indicateur qui permet de mesurer un peu la durabilité des biens? Est-ce qu'on est capable de savoir s'il y a plutôt une tendance à l'extension de la durée de vie ou au contraire alors, on avait fait un travail, mais qui n'était pas totalement satisfaisant sur ce niveau-là, parce que quand on mélange des choux et des carottes, en fait, il faudrait le faire plus par grande famille d'équipements, ce qui serait le plus parlant. Mais aujourd'hui, oui, on a, alors je ne l'ai plus en tête, j'ai peur de dire une bêtise, mais l'âge moyen du parc, il était, je ne veux pas dire le chiffre. On a eu une conférencière qui avait montré un benchmark sur 200 entreprises industrielles. Il y avait monsieur derrière avant. Voilà, il y a plein de gens qui veulent poser. Qui montrait qu'il y avait 30% du parc qui arrivait en fin de vie là. Et qu'en fait c'était une belle courbe en U en fait, hein, les prévisions d'investissement. Non mais par exemple, moi je sais que j'avais conduit des travaux dans le domaine de la haute tension où c'est assez hallucinant quoi. Sur des gros transformateurs. Vous avez des transformateurs qui ont presque 50 ans aujourd'hui dans l'industrie, alors qu'il y en a qui ont une politique de renouvellement tous les 20 ans. Ça va vraiment dépendre des secteurs. Donc en fait, pour qu'on ait cette vision-là, voilà, il faudrait qu'on ait une étude vraiment par grande famille d'équipements, décomposée par secteur. Mais aujourd'hui, voilà, les chiffres macro qu'on a, pour moi, ils ne sont pas forcément pertinents. Bonjour. Est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes qui arrivent sur le marché de la maintenance au niveau annuel, de techniciens, de jeunes techniciens qui rentrent dans le métier? Oui, alors le chiffre, voilà. Voilà. Pour... Vous avez à peu près aujourd'hui entre 10 à 12 000 personnes qui quittent la profession. Aujourd'hui, la maintenance, ça représente 417 000
C'est ça les derniers chiffres? On est 415, 417 000 personnes. Et dans cette population, vous avez tous les ans 10 à 12 000 personnes qui quittent. Aujourd'hui, notre outil de formation scolaire sort 8 500 diplômés par an. Alors, dans ces 8 500 diplômés, attention, ce n'est pas 8 500 qui vont rentrer directement dans la maintenance. Certains continuent leurs études, certains également font de la maintenance, mais pour s'orienter peut-être après dans la production. Et donc aujourd'hui, je rejoins les propos de Jean-Jacques. Pour avoir été pendant ces 2 jours au stand, les 80% des personnes qui sont venues nous visiter ont aujourd'hui une problématique de recrutement. Et tu peux me montrer ton dernier slide là? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'AFIM a essayé de travailler sur l'attractivité de la maintenance. On est dans une situation tendue et l'éducation nationale aujourd'hui ferme des classes parce que faute d'élèves. Donc redynamiser l'attractivité de la filière. Bon, nous, on a essayé, on a mis en place le concours Frontinus, etc. Mais je pense qu'il y a d'autres problématiques à avoir, et c'est de redonner ce goût de la technique aux jeunes. Alors, en ouvrant les entreprises, à l'école aussi, moi, ce que je dis, c'est on devrait pouvoir créer, faire quelque chose. À l'école, on est là pour apprendre à faire des choses et donner envie après de continuer dans ce domaine. Ensuite, l'adéquation de la formation avec l'emploi, c'est également un problème. Tout à l'heure, tu as parlé des niveaux de compétences. Pourquoi les entreprises ne recrutaient pas à des niveaux bac professionnels? Il faut reconnaître qu'il y a une dévalorisation des diplômes. Il y a une dévalorisation aujourd'hui. On a, pour moi, une impasse où aujourd'hui, dans les entreprises, on se dit le niveau est trop faible quand on sort avec un bac professionnel. Et pire encore, c'est que les établissements qui enseignent à des niveaux bac plus 2, etc., hésitent à prendre des jeunes d'un bac professionnel parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas les compétences. Ce qui me fait peur aussi, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de faire une nouvelle réforme de la formation professionnelle. Et dans les 3 ans, alors la FIB avait déjà rouspété, crié d'une manière forte, attention, c'est du gâchis de ramener le bac professionnel de 4 ans à 3 ans. Aujourd'hui, vouloir le ramener, il est à 3 ans. Mais aujourd'hui, ce que l'on veut faire en plus, c'est que la seconde, ça va être une seconde générale. Et donc la technique, ils la feront uniquement dans les 2 dernières années. Donc là, voilà, je regrette que ce soit la FIM, que je pense également des syndicats professionnels, etc., ne soient pas plus en échange et en dialogue avec l'éducation nationale, parce qu'aujourd'hui, ça va être vraiment une problématique dans le cadre de nos projets de réindustrialisation. Donc Fabrice Ajavon, donc du SIAP, un peu dans le prolongement de ces échanges sur le recrutement. Tu as parlé tout à l'heure de mercato maintenance, et nous on est clairement soumis à cette problématique en tant qu'exploitant. On a énormément de mal à recruter du personnel en maintenance, mais au-delà du fait que finalement l'éducation nationale, les formations doivent se réformer, moi j'aurais aimé savoir à travers en fait les enquêtes que tu as pu faire et les différents audits, quelles solutions, quelles idées avaient remonté les industriels à leur échelle, à leur niveau, pour trouver des solutions à ce niveau-là. Nous, on réfléchit par exemple aujourd'hui à construire, à faire un forum de maintenance, voilà, des choses de ce type-là. Donc voilà, quelques pistes pour que déjà qu'on puisse commencer à s'organiser, je dirais, à notre échelle. Et bien entendu, participer à la promotion des métiers de la maintenance ensuite. Mais déjà, je pense qu'on a quelque chose à faire, nous, industriels, à notre niveau, quoi. Voilà. Alors oui, tout à fait, c'est très intéressant, puisqu'effectivement, des exemples, il y en a, et qui sont pour moi à reproduire. Alors, pour ne pas citer un grand constructeur d'avions national,
qui est soumis, comme vous le savez, qui a un carnet de commandes avec une visibilité. Alors eux, ils ont la chance d'avoir une visibilité sur leur carnet de commandes à l'horizon 2035, là je crois. Donc ça simplifie aussi la chose. Mais par contre, ils étaient soumis exactement au même problème de recrutement que les autres sur leur profil de technicien. C'est un domaine dans lequel, au-delà de l'assemblage, il y a énormément de machines-outils, il y a beaucoup de compétences en automatisme qui sont demandées. Ils ne trouvaient plus sur le marché. Donc, encore une fois, on parle de Airbus, vous l'avez compris. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé le lycée Airbus. Et dans le lycée Airbus, ils ont créé la filière maintenance. Et dans la filière maintenance, ils ont développé le BTS maintenance. Et aujourd'hui, ils n'ont plus de problème de recrutement à ce niveau-là, puisqu'ils forment eux-mêmes leurs salariés de demain, en développant l'alternance. Donc ça, c'est un premier exemple, mais effectivement, toutes les entreprises ne sont malheureusement pas Airbus et n'ont pas la capacité de créer leur propre lycée. Donc l'autre exemple que j'ai, et qui va être à contrario des petites PME, d'équipementiers automobiles, qui ont aussi, eux, la chance d'être localisés sur un même territoire, eux, en fait, ils ont décidé de mutualiser leurs ressources maintenance. C'est-à-dire que les ressources maintenant, ça n'a rien changé pour les salariés, ils sont toujours salariés de l'entreprise dans laquelle ils étaient. Mais maintenant, il y a une stratégie de développement de compétences qui est commune et ils optimisent en fait l'emploi du temps de leurs ressources en les mutualisant sur les différents travaux qu'ils peuvent conduire dans les sociétés. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut fonctionner. Et après, quelque chose aussi que je vois dans d'autres entreprises, où là, après, ça va vraiment dépendre des stratégies et des moyens qui sont mis. Beaucoup, alors ce sont de grands groupes industriels ou d'associations de grands groupes industriels qui s'associent pour mettre en place des académies de formation interne et qui font évoluer les compétences. Alors j'ai eu un exemple récemment chez un grand constructeur de l'électronique pour l'aéronautique et la défense français, qui lui a décidé en fait de refaire monter tous les bacs pro au niveau BTS. Donc tous les bacs pro qu'il avait en interne, il les a repris. Il fait de la formation interne pour les faire remonter au niveau BTS. Et les BTS qui veulent progresser vers des niveaux supérieurs, il leur en donne la possibilité. Et donc ça, néanmoins, ça leur permet de beaucoup faire avancer les choses. Oui, bonjour à tous, Ludovic Degrange. Donc je suis à l'agence de formation professionnelle pour adultes. Je voulais juste dire un petit mot sur ces problématiques de recrutement et de formation. On parle beaucoup de l'éducation nationale. Il y a aussi le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle qui soutient les titres professionnels qui ont la même reconnaissance en termes de niveau de qualification que les diplômes. Donc ces titres, ils touchent notamment la maintenance industrielle, niveau 5, niveau 4, niveau 3, l'équivalent des CAP, du bac pro et du bac plus 2. Donc je vous invite à aller regarder aussi dans ce vivier de candidats qui sortent tous les ans des organismes de formation au titre professionnel et qui sont certifiés et qui, pour nombre d'entre eux, ont une expérience professionnelle auparavant, avant l'entrée en formation, et qui acquièrent ces diplômes et qui peuvent être aussi contributeurs des activités en maintenance. Tout à fait. Merci beaucoup pour cette remarque. Je disais tout à l'heure, moi je suis toulousain. Donc à Toulouse, on a effectivement le pôle UIMM, le pôle formation UIMM, qui permet également de permettre aux industriels de recruter sur ces biais-là. Mais encore une fois, tous ces dispositifs qui existent, aujourd'hui, ils sont insuffisants parce qu'en amont de tout ça, ce dont nous avons vraiment besoin, c'est de faire la promotion des métiers de la maintenance vis-à-vis des futures générations. Alors l'AFIM travaille sur le trophée Frontinus, choses comme ça, mais elle a besoin en fait de l'appui des industriels pour avancer parce que l'AFIM toute seule ne fera pas grand-chose. Il faut qu'il y ait une armée en bataille derrière nous. Donc là, je crois qu'il y a une réunion qui va se faire au ministère d'ici peu, si je ne dis pas de... C'est au mois d'avril, voilà, pour qu'on pose la problématique sur la table, puisqu'aujourd'hui, encore une fois, c'est vraiment la cause racine de tous nos problèmes aujourd'hui.
Elle n'a pas commencé, elle existait déjà avant la crise. Maintenant, elle était peut-être moins ressentie parce qu'il y avait moins d'effervescence autour de l'industrie. Aujourd'hui, la crise a été un gros marqueur. Vous l'avez vu sur toutes les courbes. De mémoire d'économiste, on n'avait jamais vu ça. Même la crise de 29, elle était moins importante que celle-ci. Donc après, la crise a été la conséquence qui a fait que, comme on a ajusté au maximum, dès que ça a redémarré un tout petit peu, les problèmes qu'on avait mis un peu de côté pendant une période où il y avait moins d'activité, et aujourd'hui, pardonnez-moi l'expression, mais ils nous pètent en pleine figure et les industriels, clairement, aujourd'hui, n'arrivent pas à recruter. Alors nous, on parle de maintenance, mais je sais qu'il n'y a pas que dans le domaine de la maintenance qui est le problème, mais en maintenance, c'est flagrant. Donc ça fait 10 ans à peu près, c'est ça? Oui, là, ça fait pas... Enfin, le problème, là, ça fait 5-6 ans que ça accélère, quoi. Okay. Après, on le sentait moins. Juste après la crise, on l'a moins senti parce qu'il n'y avait pas de besoin, quoi. Donc, mais il était là. Bonjour, Gérard Néret, je suis plus vieux que la FIM. J'ai vu pas mal de choses, mais ce que je crois, c'est qu'il y a une énorme responsabilité du côté des médias. À la télévision, premièrement, on ne voit proclamer que l'intérêt des métiers de bouche. Les cuisiniers, les restaurateurs, etc., etc. On ne parle pratiquement jamais des métiers industriels. Deuxièmement, actuellement dans le médiatique, qu'est-ce qui est porteur? Le numérique et l'intelligence artificielle. On en parle tellement de l'intelligence artificielle avec des articles de toute qualité que ça me rassure un peu parce qu'apparemment la bêtise naturelle a encore quelques beaux jours devant elle. Mais je crois qu'il y aurait même des actions à conduire auprès des médias pour qu'ils parlent un petit peu plus de l'industrie. Et ensuite, deuxièmement, une chose assez importante au point de vue éducation nationale, c'est de prendre, d'intéresser à la technologie et au métier de la main les gamins dès le début, dès la maternelle, et ça, il faut prévoir ça au départ. Je cite un exemple. En 2005, il y a eu un gros problème avec 2 gamins qui se sont fait électrocuter dans un poste haute tension à Clichy. Qui leur a appris dans l'éducation nationale que la haute tension pouvait tuer? Il y a eu toute une étude qui a été faite il y a maintenant près de 10 ans par l'Agence européenne pour la sécurité au travail et qui a fait une enquête sur la formation à la sécurité dans tous les établissements scolaires des États membres de l'Union européenne. Mais quand on regarde ce qu'a fait la France, la seule chose, c'est un peu à la formation à la sécurité routière et puis, disons, les cours de gymnastique. Mais des pays autres que nous, par exemple en Finlande ou en Hongrie, vont beaucoup plus loin dans la préparation de leurs gamins à affronter ces problèmes de sécurité. Oui, c'est très vrai, mais effectivement. Mais donc tout passe par la promotion des métiers dès le plus jeune âge. Alors la maternelle, je ne sais pas, mais en tout cas... On travaille avec les mains, le mécano, le bricolage et tout comme ça. D'autres questions? Bon, je voudrais juste dire 2 mots sur alors, la partie attractivité. C'est vrai que la maintenance a une mauvaise image. Et même encore maintenant, donc pour 80% de la maintenance, il faut reconnaître que c'est quand même des travaux de mécanique qui sont pénibles, qui sont salissants, et qui sont dangereux même. Donc la maintenance a toujours une mauvaise image. On essaye de travailler là-dessus, effectivement, avec ce qu'on fait sur le trophée Fontinus. Il faut qu'on développe du reste notre action dans ce domaine. Par contre, l'autre facteur d'attractivité, ce sont les salaires. Et jusqu'il y a peu, les salaires de maintenance étaient vraiment pas très attractifs. Je me rappelle, il y a quelques années, la présentation que nous avait fait Randstad là-dessus. Un responsable de maintenance n'avait pas vraiment un salaire à la hauteur de ses responsabilités et je dirais de la difficulté de son travail. Heureusement, on s'aperçoit, alors sous l'effet effectivement de cette pénurie importante, on s'aperçoit que là, les salaires sont en train de remonter. Et ça, c'est vraiment une tendance qu'il faut encourager parce que
malgré tout, ça reste, on le voit bien avec toutes ces revendications de pouvoir d'achat, le salaire, c'est quand même un élément important hein, dans la vie d'un salarié. Voilà. Alors, je voulais juste dire un mot aussi, Jean-Jacques. Tu parlais de ces gens qui se groupent pour faire du partage ou de ressources. Ça, c'est effectivement très important, mais il faut faire attention aux aspects juridiques de ça, parce qu'on risque vite de se retrouver dans des délits de marchandage ou des choses comme ça, quoi. Donc, c'est à structurer et à encadrer aussi sur le plan juridique. D'autres questions ? Juste une dernière question. On assiste aujourd'hui au recrutement de responsables industrie 4.0 dans les usines. Est-ce qu'il y a une ventilation, un impact sur les projets liés à la maintenance dans les usines? Est-ce que vous voyez un rapport, une nouvelle dynamique qui est insufflée par ce genre de profil? Oui, là, clairement, enfin, il y a des entreprises, encore une fois, on voit tous les niveaux en France, mais il y a des entreprises qui sont très avancées à la matière. D'ailleurs, je vous invite là sur le salon à aller voir le stand de Bosch Rodez. Alors, je ne sais pas s'ils sont là en tant que Bosch Rodez, mais qui est l'une des unités des productions les plus avancées à la matière. Donc, Grégory Brouillet, qui est le leader 4.0 sur l'usine. Oui, eux, ils ont décliné toute la gamme de fonctions et puis ils avancent clairement. Et l'usine, aujourd'hui, quand on parle d'usine virtualisée, la leur, elle est virtualisée. C'est-à-dire qu'ils pourront vous la montrer dans un navigateur Internet et voir ce que ça fait. Enfin, non, c'est... Après, voilà, l'industrie 4.0, on en est encore au balbutiement. Donc, effectivement, il y a ces gens-là qui sont très avancés. Il y en a d'autres, hein. J'ai cité Bosch, mais il n'y a pas que. Je parlais tout à l'heure d'Airbus. Airbus, ils ont nommé leur responsable industrie 4.0 l'an passé. Jusqu'à présent, c'était un gars, il était passionné par ça. C'est ça sur son temps libre, en plus de la maintenance. Maintenant, c'est sa fonction au sein de l'entreprise. On le rencontre beaucoup dans l'automobile aussi, des secteurs comme ça, plus à la pointe de la technologie de par leur production. Après, c'est vrai que si vous allez dans des industries, on va dire, type agroalimentaire ou sidérurgie, ce sont des fonctions qu'on ne voit pas encore vraiment arriver, mais c'est pas pour autant qu'ils n'avancent pas sur d'autres sujets du 4.0. Mais non, là clairement, enfin je pense que vous donner un chiffre, ça serait très... Je vous raconterai n'importe quoi. C'est trop neuf, c'est-à-dire que aujourd'hui, les gens qui ont la fonction dans l'entreprise l'ont pas forcément sur le papier. C'est-à-dire que ça démarre souvent comme ça. On prend un collaborateur maintenance qui a une appétence pour la technologie, on va le mettre déjà en étude pour voir ce qui se fait, ce qu'on peut tirer de la technologie existante, et puis il va créer son poste. Mais aujourd'hui, après ces profils-là, vous allez plus les trouver dans les SS2I ou qui essayent bien évidemment de rentrer sur ces marchés-là. IBM avec Watson qui tente aujourd'hui de mettre, ils sont très bien dans le domaine de la santé, ils tentent de mettre un pied plus ou moins de réussite dans l'industrie. Donc vous allez avoir des profils, voilà, aujourd'hui ils sont mieux identifiés dans les SS2I que chez les industriels. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Oui, on s'aperçoit quand même qu'il y a une grosse demande, mais tout est relatif, alors dans les sociétés déjà plus importantes, pour les fiabilistes et pour les gens qui manipulent les big data. Mais ça, alors c'est important en valeur relative, en valeur absolue, c'est pas énorme. Alors par contre, pour rebondir sur ce que vous disiez, quand on se balade dans l'usine de Bosch à Rodez ou je sais pas, d'usine de roulement vers Tours, là, ce sont des usines immenses et il n'y a personne dedans. Et ça marche tout seul. Et les seuls types qu'on voit qui se baladent dans l'usine, ce sont des mainteneurs. Donc c'est un message qu'on essaye de faire passer aussi, c'est que dans l'usine du futur, alors l'usine du futur, elle existe déjà, hein, il n'y a pas des ruptures technologiques brutales, hein, en fait. Dans l'usine du futur, il y aura pratiquement plus que des mainteneurs et les gens d'exploitation, ça c'est une véritable espèce en voie de disparition, ça c'est clair.
le profil de ces responsables d'industrie 4.0 viennent des services maintenance ou viennent d'autres, enfin, ce sont des profils plutôt politiques, plutôt innovation, plutôt, enfin, d'où viennent ces gens? Non, souvent ils ont une compétence maintenance à la base, puisque justement les écueils qui ont été subis en la matière, c'est quand des industriels ont fait appel à des gens qui n'avaient aucune compétence en maintenance pour donner de l'intelligence à la maintenance. Là, généralement, ça ne marchait pas bien. Parce que le fond, c'est quand même l'expertise. Voilà. Et je vous parlais tout à l'heure d'IBM avec Watson, où j'ai des cas de figure, où j'ai vu où ils sont allés dans des domaines type le raffinage, des choses comme ça. Et IBM, un vapocraqueur, c'est pas forcément son cœur de métier. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment besoin à la base de compétences maintenance et qu'il faut repartir de la compétence maintenance pour la mener vers la technologie et pas à l'inverse. Bonjour, Cédric Flouret, je groupe JTEC. Le profil Industrie 4.0 est plutôt généraliste en fait, parce qu'on est après sur des phénomènes de silos où on va avoir de la logistique, la recherche et développement, de la maintenance, la production, etc. Et du coup, finalement, la personne qui est en charge de l'Industrie 4.0 va travailler en transversal. Et c'est pas une affaire de spécialiste dans l'organisation, en tout cas, et à la tête d'un service comme celui-ci, quoi. Après, effectivement, on aura des spécialistes, mais les sujets, par exemple, chez nous qui avancent le plus, c'est la logistique sur l'industrie 4.0, quoi. Donc, il faut quelqu'un qui connaisse effectivement ce métier-là, quoi.